À l'écoute de Sud FM, 12h dans nos studios et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. À la une de l'actualité, un jeune enseignant tué tout ce matin dans un accident survenu à Kaolack. La victime était âgée de 24 ans, le corps sans vie déposé à la morgue de l'hôpital de Kaolack. La Covid-19 poursuit sa progression dans le pays. 70 nouvelles contaminations recensées ces dernières 24 heures, 20 cas graves en réanimation. Le virus circule alors que les Sénégalais rechignent à respecter les mesures barrières, les restrictions foulées aux pieds. Un problème dans l'approche et dans la méthodologie, souligne en tout cas le sociologue Djibi Diakhaté. Il sera l'invité de ce 12h sur l'international au Mali. Les travailleurs du pays réunis au sein de l'Union nationale des travailleurs du Mali poursuivent une grève de 5 jours. Les détails à suivre également dans ce journal. Ce sera avec notre correspondant sur place, Sori Ibrahim Meiga, dans cette session d'information. La revue de la presse de donc El Hadji Malick Ndiaye va compléter cette édition d'information mise en onde aujourd'hui par Aline Badra Socé. Les détails c'est après ceci. Babacar Samb qui vous dit bonjour, bienvenue et merci d'écouter Sud FM Sen Radio pour vous informer. Retenez donc cet enseignant, un jeune enseignant tué ce matin dans un accident. L'homme âgé de 24 ans à bord de sa moto Jakarta a violemment heurté des chevaux en partance pour le marché hebdomadaire de Keur Socé. Le corps de la victime a été déposé à la morgue de l'hôpital de Kaolack. Mamadou Camara. La route a encore fait parler d'elle. Ce mardi vers 7h du matin, un enseignant âgé de 24 ans répondant au nom de Moïse Diène se rendait à Kermodjabel à bord d'une moto Jakarta. Ce dernier a violemment heurté un des 4 chevaux conduits par Abdoulaye Sow en partance pour le marché hebdomadaire de Keur Socé. Un accident mortel qui est survenu à 3 km de la commune de Keur Socé. Malheureusement, l'enseignant est tombé sur la chaussée et son casque de protection s'est cassé. C'est ce qui lui a occasionné des blessures à la tête. L'enseignant est mort sur le coup. Son corps sans vie a été déposé à la morgue du centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack par les sapeurs-pompiers de la 31e compagnie d'incendie et de secours de Kaolack. Les éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie de Kaolack, dirigée par l'adjudant-major Abdou Cissé, ont ouvert une enquête. Kaolack, Mamadou Camara, Sud FM. 12h04 dans la banlieue de Dakar, débrayage à part ce matin et grève totale demain. Les enseignants du QCM se réclament le paiement intégral des indemnités des examens du BFM et du baccalauréat. Si une grande partie des indemnités du BFM sont payées, ça traîne. Le pays au niveau de l'IEF de Thiaroye et de Keur Massar où le mot d'ordre est bien suivi au niveau des collèges. Les enseignants, les statu quo en tout cas pour le paiement du baccalauréat selon ces enseignants. C'est une correspondance signée El Hadji Moussa Thiam. Les enseignants du QCM continuent de réclamer le paiement intégral de toutes les indemnités liées aux examens du BFM et du baccalauréat. Ce matin, un débrayage dans tous les lycées de la région de Dakar est observé par ces enseignants qui sera suivi d'une grève totale demain. Pour ces enseignants, l'État n'a pas respecté son engagement de payer les indemnités à la date du 30 novembre, indiqué selon Amadou Ba, secrétaire chargé de la communication du QCEMS et secrétaire général de la section de Guédiawaye. Les enseignants sont à la fois députés mais également démotivés par le manque de respect montré donc à leur égard. Nous avons eu donc à arrêter les cours à partir donc de 10h, notamment au niveau de tous les lycées, de l'IA de Dakar, de l'IA de Rufisque, de l'IA de Pikine et Guédiawaye. Maintenant, demain, on ira en grève. En croire ce dernier, l'essentiel des indemnités du BFM ont été payées à Pikine et Guédiawaye, sauf dans l'IEF de Thiaroye et de Keur Massar qui traînent le pied. Dans ces IEF, la grève est bien suivie dans le moins. Maintenant, ici donc à Guédiawaye et à Pikine, on a payé l'essentiel du BFM. La grève est beaucoup plus donc ressentie au niveau des lycées de l'IA Pikine et Guédiawaye, mais aussi également au niveau des CM qui sont de l'IEF de Keur Massar et l'IEF de Thiaroye. Au niveau des IA en charge des indemnités du baccalauréat, rien ne bouge, c'est le statu quo entre
L'enseignement supérieur et les académies qui se renvoient la balle déplorent ce dernier. Pour le bac, tout est bloqué au niveau de l'IA. C'est entre l'IA et l'enseignement supérieur. Ces enseignants qui avaient préfinancé leur déplacement pour la surveillance et la correction des examens soutiennent que l'État n'accorde aucune considération à l'éducation. Ils vont continuer le mouvement pour exiger le paiement intégral de toutes les indemnités. Banlieue dakaroise, El Hadj Moussa Thiam, Radio Sud FM. El Hadj Moussa Thiam, dans les établissements scolaires, nous y restons. C'est pour parler de la vaccination des filles dans les écoles contre le cancer du col de l'utérus. Beaucoup de parents d'élèves expriment leurs craintes et ne veulent pas que leurs enfants en fassent partie. Les autorités sanitaires rassurent en tout cas, ce n'est pas un vaccin nouveau et cette campagne de vaccination se fait dans toutes les structures de santé. Plus de précision avec Dr Ousseynou Badiane, coordonnateur du PV au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Il est avec Ndeye Mahim Ndiaye. Le vaccin contre les infections HPV dans le cadre de la lutte contre le cancer du col de l'utérus a été introduit dans la vaccination de routine en 2018. Donc, c'est un vaccin qui cible les filles âgées de 9 à 10 ans et qui est administré en 2 doses à 6 mois d'intervalle. Donc, ce vaccin est administré normalement dans toutes les structures de santé et est disponible partout. Mais, comme vous le savez, les filles de 9 ans, de 10 et 9 ans fréquentent le plus souvent l'école, donc ils sont pas souvent dans les maisons. C'est pourquoi, pour les atteindre, les programmes ont décidé de mettre en place aussi cette stratégie de vaccination au niveau des écoles pour vacciner le maximum des filles. Donc cette stratégie s'est bien déroulée. En 2019, on a pu vacciner pratiquement dans toutes les écoles. Et début 2020 aussi, entre le mois de janvier et mars, l'activité se déroulait normalement. Mais après, au mois de mars, avec la Covid et la fermeture des écoles, les activités au niveau des écoles ont été suspendues parce que l'école était fermée. Maintenant, avec la rentrée, les équipes sanitaires sont en train de se rendre au niveau des écoles pour rattraper les filles qui n'avaient pas eu l'occasion de se faire vacciner durant cette période-là. Donc, c'est une activité normale qui se fait toutes les années et qui va continuer à se faire pour protéger nos filles contre le cancer du col de l'utérus. Donc, c'est une activité qui se fait en collaboration avec le ministère de l'Éducation et les inspections d'académie et entre les écoles aussi et les formations sanitaires qui les polarisent. Donc, pour rassurer les parents, c'est pas un vaccin nouveau, c'est le même vaccin qui a été utilisé ces dernières années et c'est un vaccin qui est sûr et efficace et qui peut permettre de protéger ultérieurement nos filles contre cette terrible maladie qu'est le cancer du col de l'utérus. Docteur Ousseynou Badiane, coordonnateur du PV au ministère de la Santé et de l'Action sociale, retenez que son collègue directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale, Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, a également fait le point. C'est par rapport à la Covid-19, encore 50 cas issus de la transmission communautaire. Dakar, Touba, Matam, Richard Toll, Ourossogui touchés, Diourbel et Louga également affectés par ces cas communautaires identifiés, alors que 70 nouvelles contaminations ont été enregistrées ces dernières 24 heures. 20 cas graves sont en réanimation, plus de 80 patients déclarés guéris. Aucun décès, s'il vous plaît, déclare le directeur de la prévention au ministère de la Santé, Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, que nous écoutons. Sur 938 tests réalisés, 70 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,46%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 20 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée, aériennes, maritimes et terrestres. Et nous avons enregistré 50 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. 5 cas à Dakar Plateau et à Touba, 4 à Matam et à Richard Toll, 3 à Ngor et à Ourossogui, 2 à Diourbel, Louga, Mbao, Mermoz, Ouakam, Sacré-Cœur 3 et Yoff. Enfin, 1 à Cité Keur Gorgui, Cité Soprim, Fann, Guédiawaye, Gueule Tapée, Kidira, Médina,
Nord-Foire, Podor, Saint-Louis, Sicap Amitié 3 et zone de captage. 84 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 20 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Retenez également que certains Sénégalais rechignent à respecter les mesures barrières malgré les restrictions. Selon le sociologue, il y a un problème dans l'approche et dans la méthodologie. Mieux que les autorités ont apporté des barrières ou mesures barrières, ajoute en tout cas Djibi Diakhaté. Il est joint par El Hadji Malick Ndiaye, vous l'entendrez, il sera l'invité de ce 12h. Démarrage ce mercredi de la campagne de distribution des médicaments contre les maladies tropicales négligées. Parmi les 14 régions du Sénégal, 12 seront visitées par les acteurs. Dakar et Sédhiou ne sont pas concernés. Les deux régions ne sont plus endémiques à ces maladies tropicales négligées. La campagne prendra fin le 20 décembre prochain. Dans le sud du pays, il y a 3 localités qui gardent une triste réputation ces dernières années. Bilas, Bofa, Bousouloum, qui ont la particularité d'abriter des forêts denses, zone de prédilection de bandes armées, avec des personnes souvent portées disparues. Ces 3 villages basculent dans de tristes événements, nous dit Ignace Dey. Bilas, Bousouloum, Bofa, des noms de localités de la région sud qui se sont tristement illustrés ces dernières années par des événements malheureux. Des personnes tuées, des personnes portées disparues. Dans les forêts de ces localités de la région sud, les bilans macabres installent l'anxiété et la désolation. Ces villages ont la particularité d'abriter des forêts touffues, souvent zones de prédilection des bandes armées, appliquées à leur position géographique puisque situées à la lisière de la frontière avec la Guinée-Bissau. Le mouvement suspect d'éléments armés reste souvent source d'inquiétude et de désolation pour certaines populations de la zone. Sa triste réputation, Bofa Bayotte et sa forêt la doivent à la tuerie qui s'y est produite en 2018 lorsque 14 personnes y ont été froidement abattues par des éléments armés. Le dossier, encore aux mains de la justice, attend de livrer tous ses secrets. Dans la forêt de Bousouloum, autre localité, 4 personnes à la recherche de produits forestiers y sont portées disparues depuis plus d'1 an maintenant. Aucune trace de ces 4 jeunes introuvables, tout comme les 3 jeunes de Niadjou récemment portés disparus dans la forêt de Bilas. L'armée, dans ses opérations de sécurisation, tente de nettoyer ces zones, mais la tâche s'avère titanesque au vu de la configuration et de la position de ces forêts dans ces villages. Bilas, Bousouloum, Bofa, 3 noms, 3 villages avec des forêts qui malheureusement tentent de résister à la dynamique de paix enclenchée depuis. Des noms de localités et de forêts qui par coïncidence commencent par la lettre B, comme pour barrer la route à cette paix qui peine à être définitive en Casamance. Ziguinchor, Ignace Dey, Sud FM. Ignace Dey, après 4 années de mise en œuvre, l'USAID tire un bilan positif du programme Gold qui intervient dans plus de 80 collectivités territoriales pour une automobilisation, j'y arrive, et la gestion efficiente des ressources propres et la participation de la communauté dans la gestion des fournitures de services de santé, éducation ou assainissement, entre autres. USAID, l'agence des États-Unis pour le développement international, compte élargir le programme dans d'autres régions du pays. Voici le directeur adjoint Bonne Gouvernance, Démocratie et Décentralisation de l'USAID, Samba Barry, il se nomme. Il est avec Odile Minklan. C'est avéré que l'approche développée par Gold a beaucoup amélioré la situation dans ces collectivités territoriales, notamment par une automobilisation des ressources, mais également par la capacité qu'ont eu les communautés et les élus locaux à communiquer, à coordonner les actions pour que des investissements structurants soient mis en œuvre dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'eau et de l'assainissement. Donc c'est pour cette raison que nous pensons que ça, c'est des bonnes pratiques à la base qui doivent être mieux connues et qui ne sont pas suffisamment vulgarisées. Donc cet atelier permet de vulgariser de telles pratiques pour dire qu'au niveau des collectivités à la base, il y a des populations, il y a des élus, il y a des partenaires qui se donnent la main pour faire un travail qui fait avancer la décentralisation au niveau local. Au démarrage, Gold était la cible, c'était 60 collectivités territoriales. Après presque 3 ans
et demi de mise en œuvre, nous avons fait une évaluation. Et nous avons fait une évaluation en parlant également avec des collectivités qui n'étaient pas bénéficiaires. Et la demande était là pour dire que ce que vous faites avec les autres collectivités, il faut le faire avec nous autres. Donc, dans la limite de nos moyens, nous avons étendu le programme Gold à 27 autres collectivités territoriales, ce qui fait pour le moment 87 collectivités territoriales. Au départ, c'était 60, maintenant nous en sommes à 87 collectivités territoriales. Donc je pense que c'est une extension, mais nous voulons le faire, mais dans la limite de nos moyens. Donc là, nous sommes à 87. Maintenant, à la fin de tout cela, on va évaluer et voir quelles sont les perspectives. En tout cas, notre credo, c'est d'accompagner le gouvernement du Sénégal, d'accompagner les acteurs territoriaux dans la mise en œuvre de la politique de décentralisation au Sénégal. Sud International. Au Mali, les travailleurs du pays réunis au sein de l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, poursuivent une grève de 5 jours sur l'ensemble du territoire à compter donc de ce lundi. Elle se poursuit cette manifestation ce mardi. Plusieurs structures de l'État paralysées. Correspondant sur Ibrahim Meiga. Comme on pouvait s'y attendre, l'Union nationale des travailleurs du Mali, la plus grande centrale syndicale du pays, a mis en exécution son mot d'ordre d'arrêt de travail depuis ce lundi 14 décembre, qui se poursuit jusqu'au 18 décembre prochain. Ce mardi matin, deuxième jour de grève, la remarque en ville est palpable. Pas d'embouteillage, circulation très fluide, service minimum assuré dans certains hôpitaux publics. La douane, le syndicat des greffiers, la Société malienne de gestion de l'eau potable, l'énergie du Mali, tous ceux-ci ont observé la grève décrétée par l'UNTM. L'Union nationale des travailleurs du Mali exige du gouvernement le règlement des droits des compressés et des partants volontaires à la retraite. L'UNTM demande également à l'État l'harmonisation des grilles salariales des agents de l'État et la relance du chemin de fer. Ce regroupement syndical est une composante de 13 syndicats de tous les secteurs d'activité du pays. Il avait entamé en novembre dernier aussi un mouvement de débrayage de 3 jours qui avait paralysé toutes les activités dans nos services publics. Par ailleurs, la centrale se dit prête au dialogue avec les autorités de transition, dont le président Bandao entame depuis hier une visite de quelques jours en Côte d'Ivoire, Guinée-Conakry et Niger. Les négociations seraient en cours ce mardi entre les parties en bras de fer. Pour des observateurs, cette grève n'est pas opportune en cette période. Souri Ibrahim Meiga, Bamako, Sud FM. Ibrahim Maïga, le tourisme interne et intracommunautaire pour sauver le secteur touristique, un maillon essentiel de l'économie des pays de l'espace CEDEAO. C'est la nouvelle vision des experts et acteurs du secteur privé du tourisme de la CEDEAO en réunion depuis hier lundi à Ouagadougou. Ils ont pour mission de proposer une stratégie pour la relance des activités touristiques stoppé par la maladie coronavirus. La correspondance de Mathieu Sonda. L'impact de la maladie à coronavirus sur l'économie des pays est sévère, constate le ministre burkinabé de la Culture, Abdul Karim Sango, sur la base de rapports d'institutions présente les pertes enregistrées dans ce secteur avec l'avènement de la maladie à coronavirus. Selon le rapport Perspectives économiques en Afrique 2020, les perspectives économiques de l'Afrique dans le contexte de la pandémie de Covid-19 sont moroses, avec une baisse de l'ordre de 3,4% du PIB et des pertes cumulées en chiffres entre 173,1 et 236,7 milliards de dollars américains. Les économies africaines les plus affectées sont celles qui dépendent fortement du tourisme. Selon le baromètre OMT du tourisme mondial de septembre 2020, les arrivées de touristes internationaux ont plongé de 93% par rapport aux chiffres de 2019 à la même période, ce qui montre l'impact sévère que la Covid-19 a eu sur le secteur. La relance des activités touristiques dans ce contexte marqué par la maladie à coronavirus passe par le développement du tourisme intracommunautaire. L'idée est jetée par le ministre burkinabé de la Culture, Abdul Karim Sango. Nous sommes à près de 380 millions de personnes au sein de notre espace. J'imagine bien que si nous mettons l'accent davantage sur la promotion du tourisme interne et intracommunautaire, le secteur pourra faire face à ces différents défis. En clair, il s'agit d'améliorer
le modèle économique de l'industrie touristique basée sur le tourisme international. Mathieu Somda depuis Ouagadougou pour Sud FM. À présent, la page sport est sans transition. Et là, bonjour. Bonjour Babacar Sam, une actualité sportive que nous ouvrons par cette conférence de presse d'Ama Baldé qui a été reportée à cause de l'interdiction des rassemblements. Justement, à propos de ces interdictions de rassemblement, les équipes de Teungueth FC de Jaraaf de Dakar engagées dans les compétitions africaines vont bénéficier d'un accompagnement pour se préparer convenablement en dépit des mesures de restriction visant à endiguer la propagation du virus du coronavirus, selon le des sports Matarba qui était hier donc l'invité de nos confrères de la RTS. Et puis nous parlons de football après avec la Ligue 2 en France qui va jouer sa 11e journée aujourd'hui. Un seul match au programme, ce sera un seul match au programme aujourd'hui, Nancy contre 3. Et puis toujours en Europe pour le compte de la 13e journée en Angleterre, on suivra aujourd'hui Wolverhampton contre Chelsea et Manchester City qui fera face à West Bromwich. Et puis en Angleterre, et puis toujours en Espagne pour le compte de la 19e journée, on suivra aujourd'hui Real Madrid qui fera face à Atlético Bilbao. Nous terminons par le basket avec plusieurs fois champion du Liban, le Sénégalais compte après l'appel à candidature il y a de cela 2 mois pour le poste de l'ETN de la Fédération sénégalaise de boxe. Mohamed Aoudi a été choisi par l'équipe fédérale pour diriger par Mamoud Mamoun Sen en attendant d'être officiellement installé par la Fédération sénégalaise de boxe. Le nouveau directeur technique national décline ses ambitions. Plusieurs fois champion du Liban selon nos confrères de Wipsport, le Sénégalo-Libanais compte marquer d'une pierre blanche la boxe sénégalaise. Babacar. Merci à vous, El Hadji Malick Ndiaye. Sud Midi, l'invité. Il s'agit du sociologue Djibi Diakhaté, interrogé par El Hadji Malick Ndiaye. Nous sommes avec le professeur Djibi Diakhaté, bonjour. Oui, bonjour. Malgré les restrictions annoncées, certains Sénégalais rechignent à respecter les mesures barrières. Alors, est-ce que cela est lié à l'approche, à la pédagogie? Comment peut-on l'expliquer? Oui, il y a la pédagogie qui pose problème. Il faut surtout dire que les autorités ont apporté des barrières aux mesures barrières. En réalité, à un certain moment, il y avait un dispositif qui avait été mis en place et qui consistait précisément à l'adoption de ces mesures, notamment lorsqu'on se déploie dans des lieux publics, les supermarchés, les marchés, les boutiques, etc. et les lieux de travail. Et donc, il y avait une surveillance policière, gendarmique stricte qui avait été mise en place pour veiller à l'effectivité de ces mesures qui avaient été prises en place, qui étaient prises par l'autorité. À cela, il fallait ajouter les initiatives qui avaient été prises au niveau communautaire pour mobiliser les communautés autour du respect des normes qui avaient été édictées par les professionnels de santé. Donc, à un certain moment, il y avait une dynamique qui avait été enclenchée et qui me semblait être une dynamique très pertinente qui constituait une riposte communautaire contre la chaîne de transmission de la maladie. Et il faut dire qu'il y avait une certaine efficacité dans ce dispositif-là. Et puis, à un certain moment, on s'est rendu compte qu'un phénomène de relâchement s'est produit et qui a été annoncé et exécuté par les autorités elles-mêmes. C'est de grands rassemblements politiques, c'est de grandes mobilisations politiques, c'est des militants qui sont mis ensemble dans un même espace, etc. Et donc, finalement, on s'est rendu compte que c'est les autorités elles-mêmes qui ont constitué une barrière au respect des mesures barrières. C'est ça que je veux dire en réalité. Et que donc, de ce point de vue-là, pédagogiquement, ça pose problème. On ne peut pas mobiliser ces militants et dire aux populations de ne pas se mobiliser et de ne pas être dans des groupes, de ne pas être dans des cérémonies, de ne pas être dans des fêtes. Donc, je crois que à ce niveau-là, il va falloir que l'autorité change complètement de paradigme, que les propos qui sont tenus, les discours qui sont tenus soient en phase avec les actes qui sont posés. Sinon, le décalage risque évidemment de créer une sorte d'incompréhension et de malentendu poussant les gens à défier à travers leur conduite au quotidien les principes élémentaires qui sont édictés par les professionnels de la santé. Les Sénégalais sont contre ces restrictions et d'ailleurs même des séries de manifestations sont annoncées pour dire non. Oui, il est clair que il y a des groupes socio-professionnels qui ont été particulièrement ébranlés par la COVID-19 et par les mesures qui ont été prises. Et parmi ces groupes, vous avez évidemment les acteurs socioculturels, vous avez ceux-là qui sont dans le tourisme, etc. Et donc, qui se sont heurtés à de véritables difficultés dans l'exercice de leurs activités. Maintenant, vous avez à côté de cela, tous les autres citoyens qui, de fait ou même de nature, sont hostiles à toute mesure de restriction des libertés. Ce qui veut dire qu'on va avoir de véritables difficultés à reprendre des mesures qui avaient été en vigueur et qui, à partir d'un certain moment, ont été levées peut-être de façon inopportune. Maintenant, aujourd'hui, il va falloir retrouver cette efficacité en utilisant des raccourcis efficaces. Et il me semble que les raccourcis les plus efficaces, c'est l'implication des autorités religieuses et coutumières. Donc, il faut tout de suite mobiliser tous les chefs religieux,
toutes les autorités coutumières autour de discours qui appellent les gens au respect des mesures, mais autour aussi d'adoption de portraits. Donc il s'agit à ce chef religieux de se présenter au public avec son masque, avec son gel, etc. Une façon de montrer avec un exemple très précis le type d'attitude que les uns et les autres devraient adopter. Mais cela suppose un plaidoyer à l'endroit de ces autorités, et ce plaidoyer doit être porté par les professionnels de santé et non pas par les politiques. Je dis donc autour du marabout, autour du chef coutumier, vous avez un staff de médecins qui lui sont très proches et qui peuvent lui parler et lui demander évidemment aussi de porter le discours à l'endroit des disciples, et je crois que ça pourrait être un raccourci. En même temps maintenant, il appartiendra à l'autorité de santé de reconstituer l'appareil de mobilisation communautaire autour des ASC, autour des chefs de quartier, autour des Badjonogo, etc. Il y avait toute une dynamique qui avait été enclenchée mais qui a été cassée. Donc il appartient à l'autorité de santé, il me semble, de retravailler autour de la remise en place de ce mécanisme de mobilisation communautaire. Quel autre discours pour faire face à cette deuxième vague de contamination? Mais je crois que le réflexe n'a pas changé d'une entité à une autre, d'un pays à un autre. Les réflexes, les mesures sont les mêmes. Il faut que les gens adoptent les règles barrières. Il faudrait précisément qu'il y ait maintenant un travail qui fasse comprendre aux uns et aux autres que la chose est repartie et de la façon la plus inquiétante qui soit, et qu'on a commencé à faire le décompte macabre, que les gens sont malgré tout plus ou moins insouciants. Donc il y a encore un travail à faire. Je crois que nous avions même à la limite dépassé cette étape, mais on est obligé de revenir là-dessus. Beaucoup vous diront qu'il y a de la manigance autour de ça, qu'il y a de la manipulation dans cette affaire, mais parce que simplement vous avez la ligne de conduite de l'autorité qui n'a pas été très précise. Il y a eu, il me semble, des hésitations, il y a eu des remises en cause de principes qui avaient été mis en place, etc. Et ça crée une sorte de désorientation chez les acteurs. Donc, il faut reconstituer ça, et il me semble qu'il faut un pool qui travaille sur la communication, qui travaille sur l'approche, pour permettre d'huiler tout ça et d'amener les gens à se rendre compte que il y a un sérieux souci, pas seulement au Sénégal, dans le monde entier. Les gens sont en train d'initier d'ailleurs des vaccinations dans certains pays, mais qu'en attendant nous que les vaccins nous arrivent, il faudrait précisément que l'on travaille à adopter les règles barrières. Djibi Diakhaté, je vous remercie. Je vous en prie. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gam bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla. DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal. Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire u douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ne moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme verre te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la. Pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15
wala ngeen woote ci seen succursale ci lu 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk